Michel Acariès, qu'est-ce que vous ressentez quand vous entrez dans une salle de boxe? Est-ce que c'est la même odeur, c'est le même sentiment? Bah oui, là, ça me rajeunit déjà, en premier lieu, en premier chef. Et puis oui, il y a cette imbrogation qu'on ne trouve dans aucune autre salle de sport. La boxe, c'est vraiment un sport particulier. C'est même pas un sport, c'est une discipline. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le noble art. C'est une discipline et véritablement, on ne retrouve que ces sensations. C'est les murs qui transpirent eux-mêmes, ça sent l'embrogation, et ça c'est fabuleux. Pourquoi vous avez accepté de raconter votre vie? Il y a beaucoup d'histoires personnelles. Est-ce que ça a été difficile de se livrer? C'est très personnel, absolument. Ce n'est pas un livre uniquement sur la boxe. D'ailleurs, le titre le dit, pied noir. Mais ça, je le revendique, je suis pied noir. Point nu, point, parce que ça relative bien sûr la boxe, et nu parce qu'en 1962, je suis arrivé nu d'Algérie. J'étais français d'Algérie, rapatrié, et en 62, j'ai épousé la métropole. Comment votre enfance en Algérie a influé votre destin et celui de votre frère? Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Il faut dire qu'en Algérie, déjà, tout jeune, on baignait dans la boxe, puisque mon père était organisateur de boxe. Il a fait boxer des grands champions comme Alphonse Alimi, Chérif Amia, en amateur évidemment, avant qu'il ne devienne champion d'Afrique du Nord et monte en métropole pour faire les championnats de France. Donc nous étions déjà nés, nous étions tombés dans la corbeille de la boxe, ça, il faut le dire. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'au départ, votre père, il refuse catégoriquement que vous soyez dans le monde de la boxe. Est-ce que vous pensez que c'est parce que c'est trop lié à l'Algérie et qu'il a fait une croix dessus? Au début des années 60, l'indépendance arrivait, la guerre d'Algérie, dans les années 60, 62, de 58 à 62. Et donc là, il y a eu cette cassure et mon père a arrêté d'organiser la boxe en Algérie. Et puis les événements ont fait qu'il y a eu un traumatisme chez mon père. Et donc, il a arrêté la boxe. Et puis quand on est arrivé en métropole, que nous avons commencé à aller dans les gymnases à Marseille en premier et ensuite à Paris, il ne voulait pas entendre parler de boxe. Il ne voulait plus entendre parler de boxe. C'est parce que c'est trop lié à l'Algérie et qu'il a fait une croix dessus? Certainement, certainement. Et puis il connaissait trop un peu ce sport qui pour lui était vraiment, fallait être vraiment doué. Comme il le disait souvent, pour reprendre les phrases de mon père, il faut être en haut du panier ou ne pas le faire. Pourquoi avoir autant insisté pour vivre dans ce monde de la boxe? Oui, parce que, bon, moi, quand je suis arrivé à Marseille, en 63, je me faisais de la boxe chez Jean Molina, mais pour m'entraîner. Je n'étais pas véritablement un vrai boxeur, ni un bon boxeur d'ailleurs. Mais par contre, mon frère, qui était mon cadet de 6 ans, lui, déjà, il démontrait, avant que de ne rentrer dans une salle de boxe, il démontrait déjà des qualités exceptionnelles. Et ensuite, quand il est rentré dans un gymnase, il a commencé chez Jean Molina aussi. Véritablement, tout de suite, ça a été la coqueluche du quartier, du 13e arrondissement de Marseille, les quartiers nord de Marseille. Et puis de Marseille, ça c'est la tâche. C'était pas répandu, et puis c'est devenu une coqueluche à Marseille, et puis ensuite sur Paris, lorsque nous sommes arrivés chez Jean Bretonnel. Du coup, ça valait le coup d'insister autant pour... C'est-à-dire que là, mon père ne voulait rien au début. J'ai même falsifié sa signature pour avoir sa première licence à Louis, à Marseille. Mais après, quand il a vu, il s'est aperçu que véritablement, il y avait une graine de grand champion. Là, il est rentré dans le jeu. Puis alors après, il s'est occupé de tout, du début jusqu'à la fin. Oui, parce que ensuite, votre père, il va tout faire pour que vous viviez dans ce monde-là. Il va aller repérer les adversaires de votre frère et il va même vous pousser à passer vos brevets d'arbitre. Je me souviens du premier adversaire de Louis à Marseille, à la Salvalier. Il avait été déjà chez l'adversaire, sans nous le dire, sans lui dire à Louis, sans nous le dire à nous. Il s'était rencardé déjà sur les qualités de l'adversaire, qui rencontrait, tout ça. Alors non, il veillait à tout. Il veillait à tout. Il vous a poussé en plus à passer... Il m'a poussé à moi à passer tous les brevets, à être d'abord arbitre à Marseille, ce que je ne voulais pas. Mais il m'a forcé parce qu'il voulait que je rentre dans les arcanes de la fédération de Provence pour voir tout ce qui se tramait. Parce que déjà, il avait ces idées-là. C'était un cheval de Troie, un peu. Ah, complètement. Il pensait à tout. C'était vraiment... Il pensait véritablement à tout. Les moindres détails, il négligeait absolument rien. Est-ce que vous pensez que c'est votre trio avec votre père et votre frère, et ensuite votre duo avec Louis, qui a fait que voilà, vous avez eu une destinée fulgurante? Oui, on a souvent parlé de la saga Acariès. On était inséparables, ça c'est sûr, c'est sûr. Et puis c'était... le père, c'était le patriarche, c'était lui.
On écoutait véritablement, c'était... Voilà. Il y a un mot qui revient beaucoup dans le livre, c'est le mot revanche. Est-ce que ça a été une revanche, votre destin? Et si oui, sur qui ou sur quoi? Peut-être que lorsque Louis a commencé à devenir une vedette nationale, en devenant champion de France, je pense qu'il a été, pendant quelques années, enfin, l'emblème des pieds noirs français. Donc, il est devenu champion de France, d'ailleurs, professionnel, à la Salle Wagram, cher à M. Bretonel. Et il a battu un Pascal Zito, un bon boxeur lyonnais. Et donc à partir de là, sans être une revanche véritablement, mais il y a toujours eu des relents de l'histoire de l'Algérie française. Et inévitablement, à ce jour, pour moi, la cicatrice, la plaie n'est pas encore cicatrisée, encore. C'est pour ça que vous avez mis tant de temps à revenir en Algérie? Absolument, absolument. Je m'interdisais, nous nous interdisions de retourner en Algérie. Et le fait d'être invité, convié par le comité olympique algérien, de par le titre olympique de Brahim Asloum, qui n'avait rien d'algérien. Brahim Asloum est né en France, il ne connaissait rien de l'Algérie. Ses parents sont issus de Boussaada, à 250 km au sud de l'Algérie. Donc Brahim Asloum, lui, est devenu champion olympique en 2000 à Sydney. Ensuite, il a fait toute la carrière avec mon frère Louis comme entraîneur. Il est devenu champion du monde en 2007. Et à l'issue après ce championnat du monde de 2007, en 2008, donc, le comité algérien olympique voulait que Brahim Asloum fasse un championnat du monde en Algérie pour retrouver un peu la terre de ses ancêtres, voilà. Et il nous a conviés donc à aller en Algérie. Et nous sommes allés, Louis, mon frère, Brahim Asloum, mon fils Sébastien et moi-même. Et donc, on a replongé un peu dans l'histoire d'Algérie, de notre enfance. C'est ce que nous avons fait dès notre arrivée sur le sol algérien. Est-ce que le monde des affaires, il est vraiment si différent que ça du monde de la boxe? Non, il y a les mêmes coups bas, c'est ça que vous voulez entendre, voilà. Il y a les mêmes coups bas. C'est pareil, voilà. C'est pareil ou pire? Non, c'est pareil, on va dire. Il faut savoir user de diplomatie, de ruse, voilà. Mais le monde des affaires, c'est le monde des affaires. Le monde de la boxe aussi, hein, c'est pas facile. Hein. Qu'est-ce que vous préférez des deux mondes? Vous préférez un petit peu... vous préférez organiser des combats de boxe à cette époque ou vous préférez faire des coups dans les affaires? Non. Le monde de la boxe, c'est quelque chose de fabuleux. C'est une leçon de vie à chaque fois, c'est merveilleux. La boxe, c'est un sport naturel, c'est une tranche de vie à chaque fois. Voilà. Moi, quand je regarde un championnat en 12 rounds, j'ai l'impression que chaque round, c'était une tranche de vie, ça apprend quelque chose, mais il faut regarder dans les yeux des boxeurs, leur attitude, l'entourage, etc., comment qu'ils réagissent, tout ça, c'est merveilleux. C'est pour ça aussi que c'est le sport avec lequel on a fait le plus de films. Je ne pense pas qu'il y ait un autre sport qui peut rivaliser avec la boxe au niveau du nombre de films cinématographiques. C'est vrai. C'est quelque chose de fabuleux. C'est quoi votre film préféré, le film de boxe préféré? Voilà, préféré. Très proche de nous, les Rocky ont fait beaucoup de bien à la boxe, les Rocky. Parce qu'en plus, cinématographiquement parlant, c'est quelque chose de remarquable. Il était crédible, Sylvester Stallone, ou pas? Crédible, très. En plus, je le connais bien. Ah oui. Je le connais bien, parce que quand je le vois à l'écran, c'est un personnage fabuleux. Et quand je suis au bord du ring avec lui à Las Vegas, c'est plus le même. Il est aussi petit que moi, il est pas très costaud, mais par contre, au cinéma, c'est fabuleux. Voilà. Vous avez aussi connu le milieu marseillais, puisqu'ils étaient à l'école avec vous, certains. Ben, j'ai connu parce que je suis allé en classe assez longtemps. Mon père a œuvré pour que, bien que nous soyons rapatriés, on fasse nos études. Et c'est ce qui m'a permis à moi de passer, même dans les quartiers nord, mon BEPC, après le BEPC, le bac, et après le bac, j'ai fait un BTS d'informatique. Ce qui ne m'a pas empêché, sur les bancs de l'école, de côtoyer des personnages, je vais dire des personnages qui étaient mes amis d'enfance, mes amis d'adolescence, et qui ont choisi un autre chemin que le nôtre.
Nous, peut-être, si on n'avait pas eu la boxe, on aurait peut-être épousé un autre chemin aussi, hein. Très certainement même. C'est ça ma question. Est-ce que c'est difficile voilà, d'avoir un destin différent de ces gens qui ensuite étaient dans la French Connection? Non, ça n'a pas été difficile pour nous parce que chacun de nous se respectait. Voilà, eux savaient que nous, c'était le sport. Voilà, et puis eux, ils ont choisi une autre vie, une façon de vivre, on va dire. Voilà, mais nos rapports sont toujours aussi cordiaux. Ils l'ont été pendant de nombreuses années. Il y en a beaucoup qui ont disparu, malheureusement. Mais il y en a encore que j'ai revus récemment, très récemment, puisque mon fils vient d'organiser à Marseille 2 championnats du monde. Et il y en a qui nous ont sollicités, et puis on s'est retrouvés, on s'est re-embrassés, et on a passé un petit moment ensemble, véritablement, et avec grand plaisir, évidemment. Ce qui est frappant, c'est que vous avez navigué entre plusieurs mondes. Comment on arrive à voguer entre la politique, les affaires, la boxe? Est-ce que c'est facile? Vous avez appris un peu sur le tas quand même? Ah oui, oui, oui. Moi, je suis un parfait autodidacte à ce niveau-là, bien sûr, bien sûr. Bah, avec Patrick Balkany, c'est un personnage merveilleux, eux en couleur. Patrick Balkany, il adorait la boxe. Voilà, on est venu à faire avec lui et sa femme, Isabelle, un des plus grands championnats du monde que j'ai eu à organiser. C'était Ramirez, un champion du monde à moi, champion du monde des poids légers, un Mexicain, donc mon premier champion du monde, contre le champion olympique Pernell Whitaker. Et donc, pour ça, il nous fallait une grande salle, parce que c'était une des premières fois où je faisais venir une télévision américaine. Et donc Isabelle a tout inventé à ce jour, je me souviens très bien. Elle a mis le blood-chauffe, elle s'est mise en jogging, et c'est elle qui a commandé le satellite, qui a commandé, et on a fait ça au bord des périphériques, entre Levallois et Asnières, un stade qui jouxte les périphériques. Alors, on a monté tout ça, et on a fait un énorme championnat du monde. Il y a une anecdote assez marrante, c'est que vous étiez très amusé avec votre frère de racheter la berline blindée de Charles Pasqua. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Un de nos amis a été concessionnaire de ces grosses voitures, et en parlant un jour comme ça, en question, il me dit, tiens, je viens de commander une autre voiture à Pasqua. Je dis, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle avait l'autre? Il me dit, rien, elle était neuve, elle est neuve. Et alors, qu'est-ce que tu en fais? Il me dit, voilà, je lui ai trouvé une nouvelle voiture neuve, mais celle-là, elle a que quelques kilomètres. Et ben, j'ai dit, quelle particularité elle a? Elle a rien, elle est nickel, neuve. Et en plus, elle est contre les balles, elle est à l'abri des balles, elle est blindée. Ah ben, si elle est blindée, je la veux. Et il y a un téléphone en plus. Et il y avait le téléphone de Pasqua. Et donc, quand le téléphone sonnait, on disait, tiens, voilà Pasqua. Louis et moi. Moi qui conduisais, Louis à côté, et on se rendait aux salles, on allait à nos différents rendez-vous, et le téléphone sonnait, tring, Pasqua. Mais c'était les premiers, France Télécom 2000, un truc comme ça. Pour nous, ça nous paraît lunaire, mais vous, à l'époque, c'est un luxe total. C'est la technologie dernier cri d'avoir le téléphone dans la voiture. Mais vous vous rendez compte, nous sortions de la voiture, on décrochait le téléphone et on se baladait avec le téléphone à la main. C'était fabuleux. J'ai fait un des plus gros contrats grâce à ce téléphone, à cette voiture et à une banque qui s'appelait la banque Saga. Grâce à ça. Oui, oui. On était moi, je conduisais, le téléphone sonne. Et c'était la femme de mon frère, Muriel, qui nous dit, je viens de recevoir un coup de fil, il y a une banque qui s'appelle Saga, qui veut absolument vous voir, et ils veulent faire quelque chose avec vous. Ah bon, où ils sont? Eh bien, ils sont sur les Champs-Élysées. Nous étions en haut des Champs-Élysées. Mais ils peuvent nous recevoir tout de suite. Oui, 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 ils veulent vous voir. Faut vite faire. Bon, eh ben, on monte à la banque Saga. On rentre dans un immeuble, 5e étage. On est reçu par 5 playboys, dans des grands fauteuils, des pullman comme ça. Ils nous reçoivent et puis ils nous disent, bon voilà, écoutez, on a une nouvelle banque, on veut inviter 1000 à 1500 personnes, il faut que vous fassiez un gros championnat du monde. Ah bon, j'ai cassé une chaîne. Mais du début, on a laissé la voiture à ce qu'on monte au 5e étage de cette banque privée. Tous les 50 mètres, on augmentait le prix de ce qu'on allait leur demander, Louis et moi. On est arrivé à un chiffre qu'on ne pensait jamais obtenir, mais qui, eux, ont acquiescé, ont dit absolument, on est OK. Donc, ils nous font un chèque immédiatement, comme ça, d'avance. Et de là, Louis me dit, on va chez Balkany.
Et on arrive chez Balkany. D'abord, je téléphone à Balkany. Je dis, Patrick, tu es où? Il me dit, j'ai mon bureau. Ah ben, je dis, on arrive avec Louis. On arrive dans le bureau. Et on lui dit, tu as commencé la location? C'était pour le fameux championnat du monde qu'on devait présenter. Et il dit, non, on va commencer à ouvrir tout ça. Louis, sur le carnet de chèques, il fait un chèque de 100 millions d'anciens francs. Hein. OK. Voilà, ben, tu as vendu déjà tout ça. Voilà. Donc ça aurait pas été possible sans la berline blindée de Pasqua. Par exemple, absolument. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Là, on est en 2018. Vous venez d'écrire ce bouquin avec Pierre Ballester. Quand vous regardez, quand vous jetez un œil derrière, c'est quoi le moment de votre carrière dont vous êtes le plus fier, Michel Acarias? Quand, avant que mon père ne disparaisse, quand il nous a réunis, à Louis et à moi, après tant d'années, tant de sacrifices, tout ça, après que Louis eut arrêté la boxe, nous a dit, c'est bon les enfants. Là, cette fois-ci, vous les avez eus. Tout à l'heure, vous parliez de revanche. Eh bien, dans son livre, vous les avez eus. C'était une revanche, mais pas malsaine, pas méchante. Mais... c'était un défi. C'était le défi. Bon, l'histoire de l'Algérie nous a beaucoup marqué. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ma dernière question, la boxe, en une phrase, c'est quoi pour vous? La boxe. La boxe, pour moi, c'est une école, on dit, c'est une grande école. Parce que c'est une discipline qui demande beaucoup d'humilité, beaucoup de recul, beaucoup de réflexion. C'est une discipline, j'emploie pas tellement le mot sport, mais c'est une discipline qui est régie par des règles du marquis de Kingsbury, et qui encore sont toujours d'actualité. Quand je vois ce qui se passe un peu dans certains autres sports, je suis un peu désabusé, ok. Dans la boxe, à part les extravagances de certains boxeurs, mais c'est plus du folklore, c'est plus c'est du show, ok. Mais il y a un respect, et je pense que ce qu'il faut retenir de cette discipline, c'est le respect mutuel qu'ont les combattants entre eux. Merci Michel Acarias. Merci à vous.